Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Multi-21. Aujourd'hui on va débriefer la saison d'IndyCar 2021 et je suis en compagnie de Clyde du J Belmont. Salut Clyde. Bonjour tout le monde. Alors une saison 2021 qui a vu Alex Palou être titré, alors un jeune pilote sur lequel on avait fait plein de louanges au début de saison mais sur lequel on n'aurait pas forcément parié pour être numéro 1. Et une bataille qui s'est dessinée entre deux jeunes pilotes pour le titre, qui ont tenu tête aux deux favoris, Newgarden et Dixon, Alex Palou et Pato O'Ward. On a quand même eu une sacrée saison d'IndyCar cette année. Ah, complètement. On sent vraiment, et dans les commentaires, ça sentait à la nouvelle génération qui prend le pouvoir. Nouvelle génération aussi en termes d'équipe, parce que McLaren est assez nouvelle, même s'ils ont repris le team de Sam Peterschmidt. À ce niveau-là, McLaren est nouveau dans ce jeu-là. A réussi à battre de grosses écuries. Et ces deux jeunes pilotes, Palou et O'Ward, et Herta, je mettrais même, qui vont, je pense, nous régaler dans les prochaines années. Ouais, je pense que tu peux même rajouter Rinus VeeKay qui est dans une petite écurie mais Aussi. qui a gagné une course époustouflante à Indianapolis et qui lui est un pur produit du Road to Indy. Donc ouais, c'est vrai que ces quatre jeunes pilotes, c'est ce qu'on avait dit en début de saison, hein, que derrière la garde vieillissante que représente Scott Dixon, derrière cette génération à l'apex de sa carrière que représente Joseph Newgarden qui ont 30-35 ans, et ben il y a toute une génération de jeunes qui sont arrivés avec un parcours parfois un peu tortueux et qui arrivent au titre, et puis un titre, il faut le dire, qui est amplement mérité pour Alex Palou, qui aurait été solide de la première à la dernière course, puisqu'il avait gagné le meeting d'ouverture et dès le début de la saison, il a montré que ça serait un prétendant. Ah, complètement. Il a tout de suite placé les choses telles qu'elles étaient. Je suis là chez Ganassi pour gagner, pas juste pour être un lieutenant ou pour apprendre aux côtés du maître. Et de même pour Watt qui a tout de suite montré une grosse régularité dans la saison, mais qui a pêché par de la Scoumoun en fin de saison, ce qui l'a empêché vraiment de défendre ses chances pour le titre. Ça, c'est dommage, et je pense que ça augure quand même du bon pour l'année prochaine. Du bon, surtout qu'on a vu ces deux jeunes pilotes être très solides sur ovale, et Ouais. c'est vrai que quand on regarde les parcours d'Alex Palou et de Pato O'Ward, c'est vrai qu'on en avait parlé rapidement en début de saison. Alex Palou, moi c'est un mec que j'ai suivi parce qu'il a atterri au Japon après une carrière en Europe qui n'était pas très réussie. Il est parti jusqu'en Super GT, en Super Formula, où il avait vraiment bien performé et où du coup le Team Go, qui est un team japonais qui fait du Super GT, de la Super Formula, avait sponsorisé sa saison chez Dale Coyne l'an dernier. D'ailleurs, Dale Coyne, entre lui l'an dernier, entre Grosjean cette année, c'est quand même une écurie qui donne sa chance à des sacrés pilotes, faut le dire. Ouais. Et cette année, pour sa deuxième saison, la solidité qu'il a montré sur ovale, franchement, ça m'a bluffé. On a l'impression que c'était un vieux briscard, alors que l'année dernière, il avait eu un peu de mal quand même sur ovale pour sa première saison. Au Texas, il n'était pas dedans. À Indy, il n'était pas dedans du tout. Il avait abandonné. Là, grosse saison. Et puis Pato O'Ward, c'est pareil. Il a été trimballé entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, parce que lui, il a fait l'IndyCar, la Formule 2, la Super Formula. Il a tout fait dans sa carrière. Et puis, pareil, un mec qu'on voyait pas trop être sur ovale, typiquement, même si Pato O'Ward est mexicain, c'est typiquement des profils de pilotes européanisés qui sont faits pour les routiers. Et Oui. cette saison, les deux ont été époustouflants, que ça soit à Indy, que ça soit à Texas, que ça soit à Gateway. On a vu des pilotes qui ont rivalisé sur tous les types de terrains avec Newgarden et Dixon. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment bien. Ça nous laisse espérer aussi un retour de un peu plus d'ovale dans les prochaines années, parce qu'on a été un petit peu frustré, je pense, dans le calendrier cette Absolument. année. On a très très peu d'ovale. Et d'avoir justement des pilotes qui soient assez versatiles, d'avoir de nouveaux pilotes aussi qui d'abord sont pas forcément très chauds à l'idée de se mesurer à l'ovale, mais qui finalement s'y prennent. Je pense très fort à Romain Grosjean. C'est vraiment de bon augure, et ça nous montre qu'un pilote, il peut quand même s'adapter, et qu'il faut leur laisser leur chance sur tous les terrains, que c'est pas parce qu'on vient d'Europe qu'on n'est pas capable de rouler sur ovale. Et là encore, Howard et Palou nous le montrent. Alonso l'avait montré aussi. Grosjean, Absolument. qui a quand même bien été solide à Gateway, nous le montre encore. Alors, tu parles de Grosjean, on va parler des rookies après, et tu parles des ovales, on va parler de l'avenir, mais qu'on termine un petit peu sur ce championnat. On a vu clairement un top 5 se détacher au fur et à mesure de la saison, même si Colton Herta a eu un coup de moins bien, alors qu'on se souvient, après sa victoire à Saint-Pétersbourg, il y avait même, je me souviens sur The Racer,
il y avait des articles qui disaient est-ce que Colton Herta a un avenir en F1 alors où on enregistre. Il n'y a que des rumeurs qui parlent de lui en F1, mais peut-être qu'au moment où ça sortira ce podcast, on aura des surprises. Mais bon, voilà, tu vois, c'était un mec dont on parlait à un niveau encore au-dessus. Et quand on voit ces 5 pilotes-là, c'est les 4 plus grosses écuries, parce que finalement, McLaren aujourd'hui est une grosse écurie. Et ça nous promet quand même des sacrées luttes, parce qu'on a l'impression que Joseph Newgarden, il est encore jeune, donc ça va être le pilote de pointe de Penske pendant encore 10 ans. Palou va être le pilote de pointe de Ganassi, Howard celui de McLaren et Herta celui d'Andretti. Donc on a finalement 4 écuries qui tiennent leur fer de lance pour les 5-10 prochaines années. Et ça nous promet un avenir très excitant. Ah oui. Parlons des rookies, donc il y avait 3 vrais rookies au début de cette saison, on parlera un petit peu des autres après, mais Scott McLaughlin, le néo-zélandais qui était quadruple champion de Supercar, le championnat de touring car australien, Romain Grosjean, un vétéran de 10 ans en F1, et Jimmy Johnson, 6 fois champion de NASCAR, et 3 rookies qui nous ont fait des impressions diverses et variées, mais on s'y attendait un petit peu, c'est-à-dire un Grosjean éblouissant sur routier, un Scott McLaughlin qui a dû faire ses preuves mais qui a su se montrer au niveau sur certaines courses, et un Jimmy Johnson qui a très clairement pédalé dans la semoule pendant la plus grosse partie de la saison. Oui, bah, pour Johnson, je pense qu'il est là où on l'attendait, nous, personnellement, en tout cas. Hein. Oui, pareil. D'autant plus que pour un pilote de NASCAR, faire que des routiers, ça nous paraissait être un choix assez... on avait évoqué ce projet qui était... Voilà, j'ai pas les mots. Et il a fait ce qu'on attendait de lui presque, une saison très compliquée, pas au niveau d'une Ganassi. Honnêtement, je sais pas très bien ce qu'il est venu chercher. Et j'ai pas non plus senti de progrès. Peut-être, on va dire qu'il cherche un nouveau défi, qu'il cherchait à progresser sur des surfaces sur lesquelles il n'était pas. Il n'était pas forcément à l'aise, mais j'ai pas senti de progrès. J'ai surtout senti beaucoup de bévues et de lenteur. Et apparemment, il rempile l'année prochaine dans les mêmes conditions avec Canaan sur les ovales et lui sur les routiers. Alors, on verra bien. Ensuite, je pense que les 2 gros rookies qui nous ont fait pas mal d'impression, c'est McLaughlin et Grosjean. Grosjean dans une très petite écurie qui a quand même signé de beaux exploits, hein. Deuxième plus 2 fois, troisième 1 fois, donc 3 podiums dans l'année, c'est quand même pas mal de top 10, juste un peu plus compliqué à Detroit, à Portland, mais rien de bien méchant, et qui aurait pu prétendre au titre de Rookie of the Year, Rookie de l'année, sans quelques petites bévues, et surtout en ayant manqué quelques courses sur ovale. Donc finalement, McLaughlin qui double les points, donc forcément ça fait perdre des points. Donc finalement, McLaughlin qui est juste devant lui au championnat, pas si loin que ça, une trentaine de points. Je me dis qu'il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, mais il paye aussi peut-être à une baisse de puissance de Penske qui était clairement un peu plus à la peine cette année que les autres années. Oui, voilà, il faut le dire. Hein. Penske qui était un peu en retrait. Et puis McLaughlin, je pense que au vu de ses performances sur les premières courses, notamment sur les premières courses sur Oval, où c'était le seul rookie sur Oval à ce moment-là, et il signe un podium, il a été mis tout de suite dans le feu des projecteurs. On s'est dit tout de suite, ça y est, Scott McLaughlin est au niveau, mais il ne faut pas oublier que c'est un pilote de touring car. On l'a dit, toute sa carrière, il a été habitué à des voitures à traction. Et là, il se retrouve sur une propulsion. Il a été habitué à des voitures de type touring car. Et là, il se retrouve sur des monoplaces. Donc, c'est tout un monde qui se met en place pour lui. Mais effectivement, ça sera plus la saison prochaine où on verra si lui aura passé le cap de la deuxième année. On sait que dans tout sport, hein, la première année, c'est pas forcément le plus dur. C'est pour un rookie, c'est passer à la deuxième et franchir un cap qui peut s'avérer compliqué. Ouais. Et surtout, si Penske se sera remonté au niveau. Et puis pour Grosjean, il y a un moment dans la saison où j'ai... non pas que j'ai douté parce que c'est un pilote incroyable, mais étant donné que ses 2 premiers podiums étaient faits à Indianapolis sur le routier et qu'on sait que c'est un circuit configuration F1, je me suis dit est-ce que c'est pas le seul monde où il va être à l'aise? Et puis finalement, quand j'ai vu sa course à Laguna Seca sur un circuit très tortueux où il a géré ses pneus de façon magnifique, après une course à Gateway sur l'Oval où il s'est montré plutôt à l'aise pour son premier Oval, je me dis en fait non, c'est aussi lié à on va pas se mentir, hein, il a repris quelques mois seulement après un accident terrible, il a repris, tu l'as dit, dans une toute petite écurie. Donc quand tu remets tout ça en route, tu
tu analyses un peu mieux la situation et tu dis que ouais, Grosjean l'année prochaine chez Andretti, avec un an dans les pattes, avec plus de confiance et avec enfin une expérience sur Oval de fait, puisqu'il a tourné il y a peu en plus à Indianapolis pour les tests privés, c'est clairement très bon pour la suite. Et Grosjean et McLaughlin, c'est des mecs que j'attends beaucoup pour les prochaines années. Jimmy Johnson, un peu moins. Après, on a eu quelques rookies qui sont venus faire des one-off, dont Callum Ilott qui ne fait pas un one-off, qui s'est préparé pour l'année prochaine. Exactement. Et je pense que dans tous ceux qui ont fait des one-off, c'est celui dont on va se souvenir le plus, à part peut-être Magnussen, si jamais Oui, il arrive à trouver quelque ouais. chose Peut-être que dans les Magnussen prochaines viendra. années. Magnussen qui avait l'air pas mal performant quand même. Mais oui, clairement, oui, Ilott, on va bien voir l'année prochaine ce que ça va donner. D'ailleurs, parlons un petit peu de l'année prochaine vite fait, très rapidement. Tu l'as dit, on va de nouveau avoir, on va avoir plus de voitures l'année prochaine avec donc l'arrivée de Juncos pour l'ami Ilott. On va revenir sur un peu plus de courses sur Oval, puisqu'on aura un double meeting à l'Iowa. On n'aura plus qu'une course à Texas, mais on repasse à 5 courses sur Oval sur 17 contre 4 cette année. Finalement, et avec une grille qui, selon les dernières rumeurs, pourrait s'expandre jusqu'à 27 voire 28 voitures. On est clairement dans une phase ascendante de l'IndyCar qui est, on le disait tout à l'heure, avec ces 3 générations qui se battent. Là, il y a tous les feux qui sont ouverts pour le championnat dirigé par Penske quand même. Oui, tout à fait. On sent que les teams ont vraiment placé leurs pions. On a une grosse recomposition, que ce soit chez Penske ou chez Andretti, où finalement la vieille équipe de chez Andretti reste que Rossi, entre guillemets, la vieille équipe. Chez Penske, il reste que Will Power. Pour combien de temps, je ne sais pas. Newgarden est le nouveau fer de lance depuis quelques années après un long intermède avec Power et d'autres, Montoya aussi. On sent que les teams se sont recomposés. On sent qu'il y a aussi des teams qui ont de l'ambition. Je pense au Meyer Shank Racing, qui a gagné l'Indy 500 avec Helio Castroneves. Helio Castroneves qui fera toutes les courses aux côtés de Simon Pagenaud. Alors c'est peut-être les vieux qui aident une petite équipe à monter, mais c'est quand même pas un manche, Pagenaud ni Castroneves. Donc ça va être très intéressant à voir, je pense, l'année prochaine, tout ce qu'on a pour la dernière année avec le moteur actuel qui changera pour 2023. Absolument, ouais. Donc tout se met en place avant le changement de moteur et c'est vraiment très rassurant la direction dans laquelle va IndyCar. Passons au flop et au petit top. Alors commençons par les flops, comme ça on terminera sur une note un peu plus positive. Merci de me compléter, je cherchais mes mots. Tes 2 ou 3 petits flops de l'année, je te laisse commencer. Je dirais, moi, c'est pas de gros flops en fait. Je trouve que c'était une saison vraiment très intéressante, même si j'étais un petit peu. Je m'interrogeais un petit peu sur Penske, que j'ai trouvé un petit peu en retrait. Alors, avec un résultat de Newgarden vraiment en trompe-l'œil, il a quand même 2 victoires, plusieurs podiums, mais aussi pas mal de places dans les 20, dans les 20 places, quoi. Pas tant de top 10 que ça. Et finalement, la prochaine Penske qu'on trouve, c'est Simon Pagenaud, qui est en difficulté dans le team depuis plusieurs années. Il n'a pas gagné du tout cette année. McLaughlin, qui est en apprentissage, 14e, et Will Power, qui est 9e, juste derrière Simon Pagenaud. Et c'est Will Power qui reste et pas Pagenaud. J'ai senti, peut-être que le rachat de l'IndyCar, le recul du captain, ça a peut-être un petit peu déstabilisé l'équipe. On sent qu'elle est un petit peu en restructuration aussi au niveau des pilotes, qu'on cherche un peu à trouver un petit peu de nouveau sang, mais sans forcément attirer de jeunes pilotes qui seraient prêts à rester dans l'équipe pendant 10-20 ans, comme l'a pu le faire Dixon chez Ganassi. Donc voilà, un petit flop pour Penske, ce qui explique aussi, je pense, les résultats en rentrée de McLaughlin ou de Pagenaud. Et je dirais un peu la même chose d'Andretti. Andretti place sa première voiture en 5e place du championnat avec Colton Herta. Mais Alexander Rossi était un peu nulle part toute la saison sur la lancée de 2020 presque, alors que c'est un super pilote. On n'a pas vu Hinchcliffe de toute la saison à part une fois à Nashville. Ryan Hunter, il est nulle part depuis 5 ou 6 ans, donc ça change pas beaucoup.
Mais voilà, ça m'interroge un petit peu aussi. Andretti, c'est une équipe dont on parle beaucoup en Formule 1, près, sur un rachat de Sauber. Est-ce qu'il n'y a pas un petit éparpillement? Ou est-ce qu'il justement il y avait besoin de commencer à changer de sang? On sait qu'il devrait partir sur 3 voitures l'année prochaine, avec éventuellement une autre voiture pour des one-shots, mais Hinchcliffe n'est pas reconduit. Hunter Ray est enfin poussé vers la retraite. Donc il restera Colton Herta et Rossi. Et on se solidifie peut-être avec Romain Grosjean qui est pas si vieux que ça et qui a une très bonne pointe de vitesse. Mais voilà, un petit peu déçu d'Andretti cette année. Et un petit peu la même chose avec Bourdet et Foyt. Bon, Andy Foyt, c'est une petite écurie qui survit, qui a aussi donné sa chance à de jeunes pilotes et à des pilotes un petit peu plus âgés. Ça a été le cas avec Bourdet, où il n'est pas si loin que ça. Attendez, que je le retrouve. Bon, il s'est montré hein, de temps en temps, Bourdet, mais je l'attendais peut-être à pousser Edgy Foyt un petit peu plus haut. Et je m'étonne, moi, dans les premières listes que j'ai sous les yeux, pour l'année prochaine, de ne pas voir du tout Edgy Foyt. Pour l'instant, ils ont pas annoncé de pilote. Alors, ouais. est-ce que voilà, faudra attendre. Pour l'instant, on a que voilà. 17 pilotes d'annoncer. On a dit qu'on pouvait monter jusqu'à 27-28, donc on va attendre. C'est ça. Donc je pense que ça va venir, mais ça va se décanter. C'est une écurie qui, depuis plusieurs années, depuis assez longtemps, qui est un petit peu dans un entre-deux. On a parfois l'impression qu'on n'est pas sûr de les voir l'année prochaine. Donc voilà, c'est 3 petits flops. Écoute, mon premier flop, je te rejoins. Je fais le lien avec ce que tu dis sur Edgy Foyt, c'est Dalton Kellett. Donc il y a 30 pilotes cette année qui ont fait un top 10. Dalton Kellett n'est pas dedans alors qu'il a fait toute la saison lui. Et derrière, d'ailleurs, 4 pilotes qui ont loupé des courses. Ça a été une saison très compliquée et tu dis Edgy Foyt a des problèmes et on ne sait pas si on va les revoir l'an prochain, mais c'est vrai que quand tu recrutes un mec qui a terminé souvent entre la 7e et la 10e place en Indy Light, sachant que ces dernières années en Indy Light il y avait 12 voitures sur le plateau, donc entre 7 et 10 c'est vraiment pas bon. Tu peux pas espérer faire quelque chose de bien, donc moi j'avais pas compris son recrutement l'an dernier, j'ai pas compris sa reconduction cette année. Et clairement, le seul pilote que j'ai vu plus en difficulté que lui cette saison, c'était Jimmy Johnson, qui était un rookie, qui n'a jamais fait de routier de sa vie et qui vient de la NASCAR. Donc moi, je comprends pas Dalton Kellett et j'espère qu'on arrêtera là parce que c'est un peu gênant par moment. Mon deuxième flop, c'est Carline, parce que Carline est arrivé avec une seule voiture. Et tout le long de la saison, on a entendu Max Chilton à chaque course dire c'est très difficile pour nous de relayer la voiture parce qu'on n'en a qu'une seule. Connor Daly sur les meetings d'Oval où il a remplacé Max Chilton à Gateway et au Texas a dit la même chose. On a eu beaucoup de déclarations ces derniers temps de Caroline disant que oui, ils restaient en IndyCar, oui, ils allaient s'engager plus, oui, ils allaient venir avec plusieurs voitures, mais je pense que c'est vraiment une nécessité parce que Chilton, il arrive, il fait même pas certains essais que les autres pilotes font. Il se retrouve perdu. Enfin, on se souvient à Nashville, ses déclarations d'avant-course où il est fataliste, où il dit nous on peut pas lutter face à des écuries qui ont 4 voitures et qui peuvent tester différents réglages sur les essais. Nous on peut rien faire par rapport à ça et c'était terrible de l'entendre comme ça. Donc ouais, il a essayé de surnager. À Road America, il sort un top 10, c'est son seul de la saison, mais j'avais un peu de mal pour lui parce que je pense que même si c'est pas un immense pilote, il mérite quand même mieux que ça. Et ouais, je voudrais que Caroline ait 2 voitures pour l'année prochaine. Et puis mon troisième flop, c'est le circuit de Nashville. J'en avais parlé un peu sur le Twitter de Multi21 en montrant ce fameux virage et tricky qu'ils nous ont sorti, en montrant qu'en fait il y avait une route autour qu'ils auraient pu utiliser, qui certes nous aurait pas donné un virage alambiqué comme ça, mais qui au moins aurait permis d'avoir une zone de dépassement, ce qui n'était pas le cas là, sans pour autant changer beaucoup la piste, puisque ça aura ajouté 200 mètres, donc je suis pas sûr que ça soit un grand changement. Mais au-delà de ça, c'est un circuit qui était très bosselé, qui était très dangereux, surtout sur le recouvrement entre le pont et les berges. Il y avait forcément ces plaques qui sont là en cas d'étirement de la chaussée, en cas de dilatation de la chaussée en forte chaleur. Sur tous les ponts, c'est comme ça. Mais quand tu fais passer des voitures là-dessus, ça peut faire très mal. Et là, c'était pas du tout préparé. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'endroits de la piste qui n'étaient pas vraiment adaptés à la course. Il y avait énormément de bosses. On en a vu des circuits urbains pourris en IndyCar. Je pense à Baltimore il y a quelques années qui était assez bosselé et assez affreux là-dessus.
Mais là, Nashville, moi j'ai pas vu de spectacle. On a vu une course assez hasardeuse. C'est le seul poème de la saison de Hinchcliffe. Et dans la lutte pour le titre, je suis pas sûr que c'était une très bonne image d'avoir cette course-là dans la deuxième moitié de calendrier. Donc on y reviendra. Forcément, comme tout organisateur du monde, ils ont dit que c'était un immense spectacle, que c'était une réussite et qu'on allait y revenir des années. Mais je suis pas sûr que ça soit une destination viable pour le long terme pour un NASCAR, surtout avec 27, 28, 29 voitures. Voilà. Ouais. J'aime pas trop ça. Mais passons au top. Terminons sur une bonne note. Vas-y, je te laisse commencer. Eh bien, une bonne note déjà pour Herta qui a eu des difficultés dans la saison, donc c'est pas non plus une grosse bonne note, mais qui a quand même sorti des courses incroyables. Les deux dernières courses remportées haut la main. Donc je pense que ça va être un pilote encore à suivre. On en parle un petit peu en F1 si jamais Andretti rachetait une certaine écurie. Je sais pas, pour l'instant il est confirmé pour la prochaine IndyCar et je pense qu'il y a sa place et que si Andretti est de nouveau en pleine puissance l'année prochaine, ce sera un gros candidat pour les titres. Un top attendu pour Grosjean, peut-être. Enfin, je sais pas s'il était attendu pour tout le monde, mais moi j'avais pas forcément de doute sur ses capacités d'adaptation. Il m'a même étonné, je pense. Finalement, tu le disais, hein, Grosjean, on aurait pu penser qu'il était à l'aise parce qu'il était sur des circuits qu'il avait déjà pratiqués ou qui ressemblaient à des circuits de Formule 1, mais ça n'a pas été le cas. Il a été à l'aise en ovale aussi quand il s'y est mis. Il a été à l'aise sur des circuits vraiment d'IndyCar ou vraiment nord-américains. Et il faut vraiment se souvenir qu'il était dans une toute petite écurie qui certes laisse leur chance à des pilotes qui ont besoin, mais qui ne peut pas faire de miracle non plus. Et il arrive quand même juste derrière McLaren en ayant loupé 3 meetings, dont un qui donne le double des points. C'est quand même vraiment pas mal, je pense, pour Grosjean. Et un dernier top pour McLaren et Howard qui poursuivent leur progression continue. La progression, je pense, de McLaren en IndyCar est assez concomitante à celle de McLaren en Formule 1, comme quoi s'éparpiller, c'est pas forcément mauvais. Enfin, je pense pas que c'est une influence en fait, mais en tout cas, McLaren est la nouvelle grosse écurie de l'IndyCar, un nouveau gros nom, et ça fait plaisir de voir aussi un peu de renouvellement dans les écuries et dans les pilotes. Howard, c'est un pilote que j'aime beaucoup et qui a très bien piloté, mais qui a eu pas mal de scoumoun, surtout sur les derniers Grands Prix. Ça, c'est un peu dommage. Je te suis sur ces 3 tops. Moi, je vais commencer par le spectacle. Du coup, on le disait, un super spectacle cette saison, et surtout par rapport aux courses typiques d'IndyCar qu'on avait ces dernières années, où avec des stratégies très décalées, des changements de pneus, des refuelings décalés des pilotes les uns des autres. On avait un classement qui changeait, mais finalement peu de spectacles. Là, on a eu beaucoup de courses avec du spectacle. À Laguna Seca, c'était super. À Alabama, pour le premier meeting, c'était super. Le meeting à Road America, les 2 meetings à Indianapolis, c'était vraiment bien. Même sur Oval, on s'est vraiment éclaté. Donc, il y a eu beaucoup de belles courses à Détroit aussi. Enfin, j'ai beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête de super courses dans la saison. Et ça, c'est à mettre au crédit de l'organisation. Donc, super saison en termes de spectacle. Parce qu'au-delà des vainqueurs, on peut avoir des vainqueurs différents à chaque course et s'emmerder. Là, c'était pas le cas. Donc vraiment une super saison. Deuxième top pour Marcus Ericsson, qui regagne une course 8 ans après, puisque sa dernière victoire c'était en GP2 en 2013 avant qu'il arrive en F1, qui gagne 2 courses puisqu'il gagne celle de Nashville après. Très content pour lui, cette année il a vraiment passé un cap. Il a profité aussi de ce dynamisme de Ganassi, parce qu'il est le 3e pilote Ganassi dans le classement, il est 6e, donc ça montre la domination de cette équipe cette saison. Et ouais, super saison de sa part. Comme d'habitude, il est toujours enjoué, il est toujours prêt à analyser tout ça, toutes ses performances à la télé juste après les courses, sur Twitter après, il partage tout. Et il a fait une super saison qui montre encore plus que ce que je disais tout à l'heure sur Chilton, c'est que des mecs comme ça mériteraient d'être mis dans des bonnes conditions parce que ça reste des bons pilotes. Et Ericsson a prouvé après tous les reproches mérités qu'il avait lorsqu'il était en F1 que il pouvait gagner des courses à ce niveau-là et que c'était son niveau finalement l'IndyCar. Donc très bonne saison de Marcus Ericsson. Et puis dernier point pour Santino Ferrucci,
qui a fait quelques courses sur la troisième voiture du RLL, la 45 c'était. Et il m'a impressionné à chacune de ses courses. Alors c'est un mec que moi j'aimais pas trop personnellement parce que c'est quand même une tête brûlée, un type qui a pas eu forcément un très bon comportement quand il était en GP3, qui fait partie de cette longue tradition des Américains qui se sont ici en Europe et qui se sont brûlés les ailes. Mais sur les courses où on l'a vu, au-delà de l'Indy 500, mais à Détroit et puis après à Mid-Ohio, c'était super bien. Et moi j'attends beaucoup de lui pour l'année prochaine. Enfin, c'est un mec qui m'a bluffé. J'espère qu'il aura un volant pour l'an prochain parce qu'il le mériterait. Voilà. Tout à fait d'accord. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette saison IndyCar 2021, mon cher Clyde. Eh bien, je pense que oui. Eh bien, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à échanger avec nous sous cette vidéo ou sur Twitter. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo du Mutant One. Salut tout le monde, salut! À bientôt.